Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre études professionnelles et études académiques? Une licence, l'étude professionnelle, il est supposé terminer. Après la licence, l'étudiant il va rejoindre un poste de travail. Par contre, à l'académique, il est censé soit rejoindre un poste de travail, mais il est préférable qu'il continue ses études pour un master. C'est selon notre projet professionnel. Ça, c'est le projet professionnel de l'étudiant. Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Il n'y a pas que les études longues, il y a aussi les études courtes. Mais la différence entre les deux, c'est que donc, si jamais on dessine un cône, comme ça un cône, les deux cônes ici, le premier, c'est pour le professionnel. Donc, le cône, il a sa pointe qui est construite. Le haut de la pyramide, il y est. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il a terminé. Par contre, au niveau des parcours académiques, la pyramide n'est pas tout à fait construite. Il manque voilà, il manque une étape. Voilà. Et bien, cette étape, il va donc l'acquérir au niveau du master. C'est pour cela qu'il va faire des études de master. C'est ça la différence entre les deux. Donc, au niveau de la licence professionnelle, l'icône est bien construite. Au niveau de la licence académique, l'icône, il lui manque une étape. Et cette étape se retrouvera au niveau des études de master. Par contre, si jamais il rejoint le professionnel, c'est-à-dire il va rejoindre un poste de travail, c'est-à-dire celui qui a une licence académique, eh bien, il va lui manquer ça. Il va dans l'entreprise démuni par rapport à celui qui a une licence professionnelle. Parce que licence professionnelle, il a fait toutes les étapes pour aller travailler. Par contre, l'autre, il va aller travailler, mais il lui manque quelque chose. Sans un stage pratique. Voilà, il lui faut quelque chose au niveau de l'entreprise, qui peut être un stage pratique pour compléter son portfolio. D'accord. Est-ce qu'il existe, hein? Est-ce qu'il existe une licence professionnelle? Oh bah oui. Oui. Sur Paris. Non. Non, moi j'enseigne dans les licences professionnelles. Je ne sais pas si vous entendez parler des COFE. COFE, il y a des établissements en Algérie qui travaillent sur 10 licences co-construites. C'est co-construction, co-construite avec des universités européennes. Et la première promotion, c'est pour l'année prochaine, parce qu'on a fait 2 années déjà. C'est très récent. C'est très récent. Ah non, ça c'est pour COFE. Mais sinon, ça a commencé en 2004, avec le LMD. Oui, mais pratiquement, on ne les voit pas sur le terrain. C'est-à-dire, on n'entend même pas de son existence. Ah si, moi j'ai travaillé sur un tempus de 2007-2009, le projet Tempus. On a créé justement une licence professionnelle, c'est ce qu'on a appelé le Tech Web. C'est la technologie des applications web. C'est-à-dire c'est comment construire des applications pour le web, et des applications informatiques. Et vous parlez toujours en termes de projet, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose donné à un grand public. Comme c'est des projets, c'est quelque chose comme ça d'expérience, c'est-à-dire par rapport à des expériences que vous menez. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à un grand public. Est-ce que, puisqu'il est sur la note d'orientation du ministère. La note d'orientation, c'est quoi? C'est pour les bacheliers. Pour toute l'Algérie, vous pouvez s'inscrire. Selon les critères absolument. Donc, voilà, on a arrêté en 2016. Donc de 2007 jusqu'à 2016, une licence professionnelle qui a été une dizaine d'années. Oui, pratiquement. On a formé pas mal de gens. Presque. Hein, pardon? On n'en parle pas presque. Parce que ce genre de formation exige à peu près une publicité, c'est-à-dire que les gens... Et là, c'est un problème de communication, oui, je suis d'accord avec vous. S'il y a un problème de communication, il y a un problème. Ça ne concerne pas uniquement que
la communication, elle est défaillante, bon, il faut le dire, bon, au niveau des établissements universitaires, parce que peut-être c'est pas aussi, ils n'ont pas encore cette culture de communiquer, de dialoguer, etc. Hein, ils sont restés dans le... C'est-à-dire dans le système classique hein, qui a 7 siècles d'existence. Hein, voilà, je suis là, j'enseigne, hop, et je sors et l'étudiant n'est pas de l'autre côté. Voilà, on est resté jusque-là. Hein. Mais en général, c'est-à-dire, je parle de la tutelle, le système LMD a été un peu à ses débuts. Vous êtes de l'ingénieur en Algérie, vous êtes parmi les personnes TV qui ont conçu ce système. Donc, si je veux dire que vous avez fait beaucoup de publicité d'efforts pour convaincre les gens, pour opter pour le LMD, alors que l'aspect, c'est-à-dire exactement professionnel, dans la formation universitaire, n'a pas eu la même. Non, oui, c'est ça. Puisque la raison, elle est simple. Hein, puisque dans l'académique, il y a le ministère, il y a l'institution, c'est-à-dire l'université. Hein, et on fait nos études. Par contre, pour le professionnel, il faut qu'il y ait une tierce personne. Voilà, c'est le secteur économique, les sociétés entreprises. C'est-à-dire que normalement, déjà, le LMD est conçu exactement pour favoriser ça. Absolument. Alors que chez nous, ce volet-là, il est très. On a inversé la chose. Marginalisé. On a marginalisé, mais peut-être c'est malgré nous. Parce que nous n'avons pas aussi un secteur socio-économique performant qui puisse absorber justement l'ensemble des sorties. Si jamais maintenant, oui, on va réfléchir là-dessus. Et oui, enfin le nombre de sortants. Si jamais là, ils sortent avec Bac plus 3, est-ce que le secteur socio-économique est capable justement d'absorber l'ensemble des outputs? Mais si... Point d'interrogation. Aussi. L'interrogation est très peu. Bon, mais même la LMD solution est conçu. Je me souviens bien d'une journée que vous avez, ou bien 3 journées que vous avez consacrées au LMD au niveau de l'université de Tizi. Vous avez fait des efforts avec votre équipe pour l'expliquer. Et je crois qu'il est... Maintenant, on se demande est-ce que les 3 ans suffisent. Et pourtant, le système LMD se permet une certaine élasticité. Oui, c'est-à-dire en ce qui concerne la formation. Donc, on doit avoir, on n'est pas... Je me souviens comme aujourd'hui que vous avez dit que ces 3 ans-là ne sont pas, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'évangile ou bien du Coran, c'est-à-dire qu'on peut revoir cela, on peut revoir le système de formation et l'adapter selon les besoins du secteur économique algérien. Absolument. Et cela ne se fasse pas en vérité. Et oui, mais c'est ça, on est resté on tient toujours à ces 3 ans, scotché à ce, je ne sais pas, la question de mobilité, d'adaptation du système. Cela ne se pratique pas effectivement. Oui, effectivement, et c'est ce qui porte atteinte un peu, enfin... la crédibilité du système lui-même. Voilà, la crédibilité du système lui-même. Malheureusement, puisque le système ne mérite pas ça, puisqu'il est fait pour être... pour intégrer l'ensemble des contraintes. Bon, ben, par exemple, si je prends le cas de l'Espagne, ils le font par exemple sur 4 ans, la Belgique, etc. Ils peuvent aller jusqu'à même 5 ans. En France, qui était sur 3 ans un peu comme nous, maintenant, à partir de Parcoursup, je ne sais pas si vous entendez parler de leur nouveau système d'orientation, ben, enfin que l'étudiant, il peut aussi faire ça sur 4 ans. Et alors qu'ils étaient comme nous, 3 ans, etc. Et nous, bon, ben, pourquoi ne pas mettre... Bon, rien n'est dit, même puisque c'est le processus de Bologne. Dans le processus de Bologne, rien n'est dit que le système LMD, c'est 3 ans. 3, etc. Rien n'est dit. Et je discutais à un moment donné avec l'un des concepteurs justement du processus de Bologne, et il a dit que finalement, par exemple pour le tronc commun, etc., il m'a dit que c'était un oubli. Ce qui veut dire que le processus de Bologne lui-même n'est pas parfait, il est appelé justement à être amélioré. Et il me dit justement que cette affaire de 3, 5 et 8 ans, pourquoi elle est venue d'où?
Elle est venue justement d'un ancien conseiller de la République française qui s'appelle Jacques Attali, qui a travaillé justement sur le processus de Bologne. Il a dit que pour France, on va faire un système de 3, 5, 8. À peu près, voilà. Donc c'est pour cela qu'on a mis 3 ans, 5 ans et 8 ans. Mais c'était une bonne initiative d'une seule personne, mais pas du processus de Bologne lui-même. Le processus de Bologne parle du crédit. Mais je crois que exactement parce que nous avons voulu, sur le panneau en général, c'est dans le cadre de la mondialisation, adapter le secteur donc, de l'enseignement supérieur aux exigences donc, de l'économie. C'est pour cela qu'on a voulu se former d'une manière accélérée pour répondre aux exigences, donc, aux besoins du secteur. Et en même temps, donc l'intervention, on n'a pas. C'était juste 3 ans, c'était comme ça. Insuffisant pour une formation de qualité. Oui. Monsieur, je crois que c'est le cadre socio-économique qui doit être mis en cause, et non pas le système LMD. Absolument, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est l'environnement qui ne suit pas. C'est l'environnement qui ne suit pas l'université. Mais l'université fait ce qu'elle peut. L'absence de communication entre les deux. Est-ce qu'il y avait par exemple au niveau de la tutelle, est-ce qu'il y avait au niveau de la tutelle, par exemple au niveau du ministère par exemple de l'enseignement supérieur et au niveau par exemple du ministère de l'industrie ainsi de suite, est-ce qu'il y avait vraiment des études pour savoir quels sont les besoins par exemple effectifs du système et adapter par exemple ce système à ses besoins? Non, ça n'a pas été fait. Donc, pas été fait. Donc une remise en cause du système de l'enseignement supérieur sans remise en cause, sans vraiment faire des liens avec la réalité. C'est qu'on n'a pas fait. Du terrain. On n'a pas fait le diagnostic. On n'a pas fait le diagnostic. Pour cela qu'on forme, exactement. J'ai lu sur ce point au niveau du journal local, certains spécialistes qui disent qu'il y avait des offres de travail qui ne trouvent pas vraiment d'étudiants formés pour ce genre de travaux, de spécialité. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut s'adapter. Voilà, que l'économie elle est en mutation, mais que l'université doit être en mutation. L'université ne suit pas dans le sens de cette mutation. Absolument. Il y a des déséquilibres. C'est-à-dire qu'il y a un manque de planification. Bien sûr. Une planification au niveau de l'État. De concordance dans tous les secteurs. Planification, évidemment. Et il n'y a pas cette culture de trouver une sorte de symbiose entre l'université et l'entreprise. La relation entre l'université et l'entreprise, elle est très faible. Disons, elle est faible par rapport à ce qu'elle doit être. Oui, enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comment s'adapter. Bon, une fois, j'étais dans le cadre du LMD, justement, à l'université d'Elche. Elche, c'est en Espagne. Et pour vous dire que c'est une université renommée, enfin en Espagne, elle est une université de renommée, elle fait le LMD, etc. sur 4 ans. Et à un moment donné, comment ils s'adaptent? Bon, il nous a dit, par exemple, nous venons de lancer une filière de cordonnage, de licence en cordonnage. Pourquoi? Puisque le secteur en a besoin. Bien sûr. Vous voyez, immédiatement, il s'adapte. C'est ça l'université. On ne peut plus dire, voilà, je vais former comme ça. Et pourquoi, par exemple, pour nous, le secteur de l'habillement ne marche pas parce que nous n'avons pas de spécialistes? Absolument. Le textile. Voilà, on importe alors que notre pays a besoin. Turquie, etc. Et alors qu'ici, on peut tout avoir. Oui. Dans le domaine. On peut créer des entreprises. Et ça, c'est dans tous les domaines. Par exemple, on vend du pétrole brut, du gaz brut. Pourquoi? Mais il faut faire une industrie de transformation à notre niveau et vendre les huiles, le kérosène, l'essence, etc. Ça, on va créer énormément d'emplois, et en plus, on est autonome. Et alors que nous, maintenant, on vend du pétrole. Bon, ben, oui,
enfin, on est enregistré, hein, c'est pas grave. On vend du pétrole brut et on achète de l'essence. C'est aberrant. Malheureusement. C'est aberrant. Voilà. Donc voilà, pour revenir justement à ces deux licences, les Tunisiens par exemple, comment qu'ils ont fait? Ils ont essayé de résoudre le problème. Bon, peut-être c'est ça leur mérite. Mais au lieu de solutionner le problème, ils l'ont compliqué. Bon, ils ont dit, bon, enfin, l'étudiant quand il rentre, on va fixer 2 tiers pour le professionnel et 1 tiers pour l'académique. C'est bien. Les étudiants, vous savez, ils ont été catégorisés, ils vont faire donc la partie gauche, et au bout de 3 ans, ils sortent, les 2 tiers. Supposez que vous avez 900, donc il y a 600 qui sortent, et 300, ils vont faire le magistère. Très bien. Ceux qui font le magistère, c'est parfait, donc ils continuent, c'est à l'université, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'au niveau des 600 qui sortent, le secteur économique est en place. Comment faire? Puisque le secteur économique ne peut pas absorber les 600 par exemple. Dans l'exemple, il y a des milliers. Donc, au lieu de solutionner la chose, ils ont créé justement des difficultés supplémentaires en saturant le marché de travail. Mais le problème se posera toujours, même s'il y avait ceux qui ont suivi, par exemple, la formation académique, donc ils se confronteront au même problème, c'est-à-dire, puisqu'il y a une crise, c'est-à-dire dans les deux cas. Oui, mais on rencontre un pro. Le même problème, puisque nous sommes dans une ère de crise économique. Oui, mais peut-être qu'au niveau de la licence, avec un master, les étudiants ils vont faire un doctorat, ils vont essayer de faire un doctorat soit en Algérie, soit ailleurs, à l'étranger, et ils vont créer des start-up, etc. Aussi, on va quelque peu solutionner la chose. Il y a une lacune au niveau de cette catégorisation de la formation. Pourquoi ne pas donner la chance à ceux qui ont suivi une formation, c'est-à-dire dans un but professionnel, à faire aussi des études dont, s'ils veulent après, par exemple, continuer et faire des études académiques. C'est les VE, c'est les ressources. Études. Ouais. Par exemple, j'ai remarqué au niveau, par exemple, des écoles de l'UNS, pour les enseignants pour le primaire, ils vont avoir un diplôme qui leur permette d'enseigner au niveau du primaire, oui, mais qui n'est pas équivalent à la licence. Vous voyez, il va faire des études de 3 ans. Il y a encore des difficultés. Sans qu'ils peuvent faire une équivalence, par exemple, avec la licence. Il ne peut que enseigner. Pas plus. Pas plus. En plus, il ne peut qu'enseigner qu'au primaire. C'est-à-dire, ne peut même pas enseigner au niveau du CIEM ou du lycée. Et sa carrière professionnelle, c'est-à-dire, elle est très limitée. Les prisonniers. Pourquoi? Les prisonniers d'une formation là, il a fait 3 ans. Oui, mais c'est ça. Comme lui, comme. C'est-à-dire, il y a des lacunes, il y a des, je ne sais pas, ils ont le droit à plus d'égards. Bien sûr, il y a, dans le LMD, c'est recommandé. C'est que la personne, elle a travaillé, par exemple, licence professionnelle, et puis revenir par la suite. C'est ce qu'on appelle les VAE. C'est la valorisation des acquis d'expérience. Et pas spécialement justement un licencié, pour peu qu'il réponde aux conditions d'entrée à l'université. Il peut faire une licence, sachant qu'il a travaillé. Par exemple, à partir du baccalauréat, je vais travailler. Je vais travailler un certain nombre d'années, j'ai acquis un certain nombre d'expériences, j'ai résolu un certain nombre de mes difficultés, et maintenant je peux faire une licence. Et pour le moment, c'est pas possible. Il faut refaire un baccalauréat. Et peut-être même il y a les conditions d'âge, etc. C'est aberrant. Oui, et alors que la personne, elle a les conditions, le baccalauréat, etc., et en plus de l'expérience. Ça va être très bénéfique, et pour lui, et pour l'université, puisqu'il va faire une sorte d'essaimage de son expérience au niveau du groupe. Le groupe dans lequel il se retrouve. Il va enrichir le groupe par son expérience. Il y a énormément de choses à revoir. Voilà, réflexion 2. Quelle est la différence entre note écrite
quel pourrait être l'inconvénient de fixer un pourcentage d'admission académique? Ça, on en a parlé, cas tunisien. Mais quelle est la différence entre une note et un crédit? Une notation. Note, ah oui, c'est sur 20, 15 sur 20 par exemple. Si évalué pour un test bien déterminé, crédit, C'est l'ensemble. c'est l'ensemble des cours qui des personnels, c'est-à-dire. Donc on ne peut pas évaluer les crédits comme Ah oui, quelle est donc la différence? la défense évaluation. Donc, c'est l'évaluation. c'est en fin de. Évaluation bien déterminée sur un échelle, par exemple, comme la note. Oui. Pour moi, les crédits, c'est l'évaluation de l'étudiant durant le semestre, alors que la note, elle est pour un module ou bien une matière bien précise. Et si c'est la moyenne? Entre la moyenne et le crédit. Oui, la moyenne c'est une note aussi. Si semestriel, c'est-à-dire si partiel, la note. Alors que le crédit, c'est plus global. Ah oui, maintenant comment on avait défini un crédit? Charge de travail. Charge de travail. Est-ce que la note est une charge de travail? Elle permet d'évaluer cette charge de travail. De sanctionner l'étudiant. Bon, on dit justement que la note est l'excellence, c'est-à-dire vous allez, on va dire l'étudiant qui a 20 sur 20, c'est-à-dire un étudiant qui a, sur 180 crédits, je suppose, s'il obtient les 180 crédits, avec un autre qui a obtenu 180 crédits, comment les différencier? Voilà, c'est la note. Donc la note, c'est l'excellence de 20, enfin de permet du classement. Voilà, qui permet le classement, etc. Ça, c'est la note. Par contre, le crédit, c'est une charge de travail pour un module donné pour une matière. C'est ça la différence. Voilà, l'autre on en a parlé. Maintenant, la maquette de formation, tout ça est lié au portfolio. Et la maquette de formation, par exemple, vous faites une licence, vous allez lancer une licence, vous allez faire cahier de charge, référentiel de compétences, etc. Mais vous n'allez pas afficher tout ça, par exemple, dans votre site. Dans le site web, qu'est-ce que vous allez afficher? C'est un condensé que vous allez afficher. Et bien, ce condensé est appelé justement une maquette de formation. Et bien, dans cette maquette de formation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'axe de formation, c'est-à-dire par exemple une matière, une ligne est égale à une matière, l'axe de formation, non plutôt le lien, ligne c'est lien, excusez-moi, lien de l'axe de formation, c'est-à-dire de la matière avec le référentiel de formation ou bien le référentiel de compétences. Par exemple, le lien de la matière X, et si vous avez ici deux compétences, c'est l'étudiant saura à la fin de la matière, de cette matière, permettra à l'étudiant d'intégrer, plutôt d'appliquer l'intégrale double, si jamais je prends en mathématiques, ou bien permettre de cerner une politique d'un pays, si jamais dans les sciences sociales, etc. Selon la matière, selon le domaine, ça c'est une compétence. Eh bien, quelle est la matière qui permet d'acquérir cette compétence? Donc vous allez mettre, bien, si c'est X, par rapport à ces deux compétences, eh bien vous allez mettre, dans mon exemple, c'était l'intégration double, et à ce moment-là, vous mettez, par exemple, analyse mathématique, 2 ou 3. Enfin, c'est la matière qui contient tous les éléments qui permettent de satisfaire et d'acquérir à l'étudiant, qui lui permettent d'acquérir ces deux compétences. Je sais qu'actuellement, malheureusement, on ne travaille pas avec les référentiels de compétences. On fixe directement sur quelle base on a fixé telle matière. C'est-à-dire implicitement, on a ah oui, certainement. Mais dans la tête, oui. Pour le mettre vraiment oui. explicitement, Oui. c'est-à-dire le faire sortir à la surface
explicite d'une manière claire, donc ça pose pas de- Et c'est pour cela, Steph, que les étudiants, souvent, ils nous reprochent une chose, c'est que nous sommes en train de faire des choses qui ne nous intéressent pas. Parce que ce référentiel de compétences n'a pas été élaboré. S'il a été élaboré, justement, l'étudiant, il fera la relation entre eux. Il ne dira pas que telle matière ne l'intéresse pas. C'est ça. Donc, et plus les volumes horaires, voilà, répartis, et puis un total. Donc, il est important de disposer d'un référentiel de compétences. Il est primordial au niveau d'un... Ah oui, enfin maintenant, qu'est-ce que c'est que le référentiel de compétences? Ce sont des compétences, comme ça nous le dit, on comprend des compétences à acquérir dans un domaine. Mais il y a plusieurs types de référentiels. Il y en a 4. Il y en a 2 pour le système de travail et 2 pour le système de formation. Donc 2 pour les... Ah oui, ça peut vous intéresser, ça. Il y a 2 pour le système de formation et 2 pour le système de travail. Système de formation, c'est quoi? C'est le secteur socio-économique. Vous avez 2 types de référentiels. Vous avez le référentiel de métier, vous avez le référentiel de compétences professionnelles. Et la différence? Voilà. Le métier, il décrit les caractéristiques du métier. Par exemple, quel métier? Électrique. Électrique, électricité, voici l'électricité, je peux l'appeler aussi par exemple électrotechnique. Donc je vais donner des synonymes du métier pour qu'il n'y ait pas... Voilà. Et je vais donner ces caractéristiques que pour exercer ce métier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être avoir fait des études, avoir fait un ingénieur, avoir une licence, c'est selon le... Une formation. Voilà une formation de telle donnée, par exemple, si c'est un technicien supérieur, avoir fait un BTS, une licence, si c'est un ingénieur, pour faire un master, ingénieur, etc. Donc, ce sont les caractéristiques du métier. D'accord? Une fois que vous avez. Ça concerne l'entreprise. L'entreprise, elle vous dit, vous voulez faire électronicien, bien donnez-moi votre portfolio, comme on l'avait dit tout à l'heure, ou bien un CV, c'est bien mieux si on n'est pas à l'heure du portfolio. Et le diplôme, etc. Et vous faites un test, etc. Voilà, et de comparer par rapport à son référentiel de métier. Est-ce que vous remplissez tous les critères qui sont portés dans le référentiel? Est-ce que les compatibles voilà, avec les... Bon, il peut y avoir, pas à 100%, mais il y a tout le temps des différences. Maintenant, c'est aux recruteurs d'apprécier, bien entendu. Oui. Ça, c'est pour le référentiel de métier. Donc, c'est les caractéristiques du métier. Mais il n'y a pas la notion de compétence. Vous êtes un ingénieur, il commande donc, le recruteur saura justement qu'il remplit telle ou telle compétence. Donc il nous faut un référentiel de compétences. Et bien comment qu'il est élaboré justement le référentiel de compétences? C'est à partir du référentiel du métier, on va déduire des actions. L'électrotechnicien, il doit faire ça et ça et ça et ça, comme action, comme activité. Voici ce qu'il doit faire dans son métier pour qu'il remplisse les conditions du métier. Enfin, pour exercer à bon escient le métier. Et puis chaque activité, on va lui coller justement une compétence. Il faut pour réaliser telle activité, il faut, par exemple, disposer de 3 années d'expérience, d'une année d'expérience. Bref, ce sont des compétences qu'on va coller par rapport aux activités. Donc, référentiel du métier, on va définir les activités, et à partir des activités, on construit le référentiel de compétences professionnelles. D'accord? Là, pas de différence entre les deux. Puisque si vous prenez maintenant le référentiel algérien, c'est le référentiel il s'appelle, c'est une nomenclature en fait, c'est la NAM, prend à la fois le référentiel métier et le référentiel des compétences. Donc il est préférable de faire les deux pour faire sortir les activités, puisqu'ici les activités ne sont pas très bien cernées. Oui, enfin, vous pouvez dire, oui, il y a des oublis, etc. Il y a des oublis, etc. Et ça a été fait d'ailleurs dans le cadre d'un projet algéro-européen.
il n'est pas encore complet, puisque en Algérie, si vous prenez la loi des finances, quelconque, vous trouvez 22, 24, je me rappelle plus, secteurs d'activité. Bâtiments, alimentaires, santé, etc. C'est ça les secteurs d'activité. Et là, il comprend les métiers, tous les métiers. Bon, je crois que c'est 4000 métiers, quelque chose comme ça. Métiers qui concernent 12 secteurs. Donc, imaginez que, bon, on est à 50%. Donc, c'est énorme comme travail. Mais il y a les deux. Il y a le référentiel de compétences, il y a le référentiel de ça, c'est le système de travail. Vous savez, à la limite, on a une nomenclature, il y a les deux, c'est pas trop grave. Il est préférable de... Maintenant, au niveau de l'université, il y a aussi deux référentiels. Il y a le référentiel de compétences, on appelle ça aussi le référentiel de formation, et vous avez le référentiel d'évaluation. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le référentiel de compétences ou bien de formation? Eh bien, il est fait par rapport... Bon, il n'est pas... Bon, malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. C'est qu'on fait justement une offre de formation sans lien, sans relation avec les besoins socio-économiques. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas travaillé sur les référentiels de métiers et de compétences du système de travail. Donc, lorsqu'on veut faire une offre de formation, il faut en premier lieu travailler sur le référentiel des compétences professionnelles. À ce moment-là, il faut... Bon, enfin, à partir de là, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire des séquences d'apprentissage, on appelle ça des séquences d'apprentissage. Par exemple, bon, enfin, pour le métier d'électrotechnicien, c'est faire par exemple un va-et-vient. Par exemple, bon, je suppose un va-et-vient bon, pour un niveau technicien. Je crois que c'est A bar B plus B bar A. En algèbre de bout. Quand vous faites ça, donc une séquence d'instruction, c'est apprendre l'algèbre de Boole. Oui. L'algèbre de Boole, où est-ce qu'on va l'apprendre? On ne va pas l'apprendre au niveau de l'entreprise, mais au niveau de l'université. Donc, grâce à ces séquences d'apprentissage, ou bien à ces séquences d'apprentissage, qu'on va définir les modules à donner pour que nos modules, et l'ensemble de nos modules, c'est-à-dire notre offre de formation, puisse répondre aux besoins de l'entreprise, puisqu'on a travaillé à partir du référentiel de compétences. Et si on ne travaille pas à partir du référentiel de compétences du système de travail, on aura tout le temps des offres de formation, quelle que soit leur valeur et leur pertinence, mais qui seront tout le temps en décalage avec les besoins de l'entreprise, et c'est ce qui se passe malheureusement actuellement dans notre pays. Pourquoi ne sont pas exigés une expérience professionnelle avec une étude, avec une formation? Oui, il faut trouver ce mariage heureux entre l'entreprise et l'université. Il faut absolument que... Il y a les autres, c'est-à-dire, on peut le faire. Oui, on peut le faire, et ça c'est à l'entreprise aussi de faire. Dans les domaines techniques, à mon avis, obligé de faire une expérience professionnelle, après tu dois inscrire dans l'université, par exemple. Oui, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est les VAE. Les VAE, la valorisation d'acquis d'expérience. Je vais travailler et puis revenir. Et c'est très bénéfique pour l'université, pour la formation. 3 ans, 4 ans. Oui. Rejoindre les universités. Oui. Je fais le golf, j'ai demandé, même pour l'enseignement supérieur, si vous demandez, vous avez un supérieur, doctorat par exemple, plus 3 ans minimum ou 4 ans dans le domaine X. Oui. Et répertorié dans un portfolio, etc. Oui, j'ai vu les universités de golf sont demandées ça. Maintenant, pour le référentiel de formation, bien entendu, le référentiel de formation, ce n'est pas l'offre de formation, mais il donne les grandes lignes. C'est-à-dire, voici les modules, mais sans rentrer dans les détails. Donc, dans les détails, voilà, c'est-à-dire vous allez faire votre offre de formation, ou bien référentiel de formation qui comprend les objectifs, les compétences disciplinaires, transversales et professionnelles. Disciplinaires,
quelles sont les compétences à acquérir au niveau des disciplines, savoir intégrer une fonction, savoir équilibrer une fonction bien déterminé, avec des tâches. voilà des tâches bien précises, mais dans la discipline, Oui. c'est-à-dire par rapport au métier. Transversal, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est tout ce qu'on ne peut pas prévoir, voilà, commun, on le met là-dedans. Et pré-professionnel aussi, par exemple, Des stages, des stages, des formations, des séminaires, des formations dans le domaine. voilà. Tout ce qui peut aider à la vie professionnelle. Et en même temps, quel est l'impact de votre formation. Donc, ces 4 éléments, eh bien, il va Impact sur la formation. par exemple, la formation, elle aura à utiliser des outils sophistiqués, les TIC, etc. C'est ça. Ce qui va aider à perfectionner La formation. Les compétences disciplinaires, les voilà, les transversales et les pré-professionnels, les voilà aussi. Et il est très important ce 3PE. 3PE. C'est le projet. Bon, vous avez un thème là-dessus. Bon, je crois que c'est avec moi d'ailleurs, au mois de mars. Au mois de mars ou avril. C'est le projet professionnel et personnel de l'étudiant. Donc l'étudiant, quand il rentre, il trace son projet. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il peut. Voilà. Ce qu'il veut faire. Il le trace dans un projet. Il faudrait que ce soit un étudiant vraiment impliqué. Voilà, etc. Le portfolio, etc. Tout ça, c'est des pré-professionnels. Voilà l'impact, les contenus des enseignements, la progression dans le cursus, la répartition des crédits, les méthodes, etc. Puisque les compétences vont nous aider à mieux répartir nos crédits. Il y a un impact certain. Voilà. Réflexion, y a-t-il une relation entre le référentiel des métiers et le référentiel des compétences professionnelles? C'est logique. Oui. La logique, nous indique qu'il faut qu'il y ait une relation. La logique dit ça. Qu'est-ce que... Oui, mais comment établir cette relation entre les deux? Il faut faire des études. Il faut aussi faire des prévisions. Parce que, par exemple, comme notre économie est en train de prendre, par exemple, une direction et de se développer d'une manière rapide dans des directions inattendues. C'est-à-dire le travail de prévision de la part des spécialistes. Oui, pour redresser la barre, s'il y a lieu, etc. Pour intervenir. Intervenir, oui. Selon la compétence professionnelle, on peut citer quels sont les niveaux exigibles pour faire un métier X, par exemple. Ça, c'est la formation. C'est ça, c'est au niveau du référentiel de formation. Mais compétence, il y a le lien entre le monde du travail et le monde de la formation. Bon, dans la compétence par rapport au métier, je vous avais dit tout à l'heure qu'on va déterminer les activités du métier. À partir des activités du métier, on va définir les compétences qu'il faudra remplir pour réaliser ces activités. Et l'ensemble de ces activités, c'est le référentiel de compétences professionnelles. C'est ça, Pourquoi? Parce que le référentiel du métier, il ne comprend que les caractéristiques du métier, qui intéressent l'entreprise. Mais il n'y a pas ce lien. Il faut établir un premier lien au niveau de l'entreprise entre le référentiel du métier et les compétences qu'il faudra remplir dans un référentiel de compétences, et une deuxième relation entre le monde du travail et le monde de formation, grâce justement aux séquences d'apprentissage. Et ces séquences d'apprentissage qui nous permettent de réaliser notre référentiel de formation. Et il reste maintenant, bon, j'en ai pas parlé, le 4e référentiel, eh bien c'est le référentiel d'évaluation. Et là, c'est dans la formation. C'est que vous avez une offre de formation, vous avez des études qui se déroulent, et il faut évaluer. Et généralement, dans le LMD, on évalue selon
l'approche par compétence. Et il faut donc une grille d'évaluation, etc. Tout ça, c'est le référentiel d'évaluation. Les critères d'évaluation, une grille d'évaluation forment le référentiel d'évaluation. On va voir aussi tout à l'heure un exemple à améliorer. Voilà à peu près justement ce que j'avais à vous dire pour cette première partie.